Welcome to All Shark GDR Show! Du coup, oui, je voulais vous parler un petit peu de l'étiquette, du savoir-vivre finalement, hein, du savoir-vivre ensemble, hein, en communauté, autour de la table de jeu de rôle. Hein. Le bien vivre rôliste, voilà. Est-ce que déjà, vous, dans le chat, est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous avez remarqué peut-être que justement, ben, il s'est, passé peut-être des choses justement qui vous ont un petit peu dérangé, ce genre de choses. Alors attention, hein, je parle pas, je dirais pas forcément en termes de personnalité, hein, mais vraiment rester dans le cadre du jeu. Hein. Pour vous donner un exemple, hein, justement vis-à-vis du savoir-vivre, du savoir-être, hein, autour de la table. Si vous êtes coupé, par exemple, si on vous coupe régulièrement la parole, voilà. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà vécues autour de la table? Où, à chaque fois que vous prenez la parole ou alors que vous êtes en train de parler, on vous coupe systématiquement la parole et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut être pénible, hein, finalement, hein, parce que, donc voilà, c'est des petites situations, hein, que moi j'ai relevées un peu. Donc on a justement celle, de se faire couper la parole. J'en parlais tout à l'heure à mon frangin, à Octonone, à la table où je jouais. Un joueur n'arrêtait pas d'être hyper hautain avec le MJ. Ah ouais, bon ça c'est... Mais de quelle manière? C'est-à-dire que... Trouver ça désagréable et respectueux. Bah tout à fait, parce que déjà le MJ il se fait chier à faire un scénario, à venir faire jouer une table. Donc c'est pas forcément... Alors, je dis pas, il est peut-être pas parfait, il a peut-être fait des erreurs, et ça arrive à tout le monde, hein, on est humain. C'est pas pour autant, finalement, que tu dois être désagréable, hein, autour de la table. Ça, on est bien d'accord. Hein. Je veux dire, sans, sans jeter, enfin, sans... euh, prêter un jugement de valeur justement à la personne qui aurait fait ça, mais on sait peut-être même pas, elle est peut-être même pas MJ, hein, donc et c'est peut-être ça le problème, hein, parce que est-ce que justement les joueurs, les joueuses, hein, les plus désagréables ne sont pas ceux finalement qui n'ont jamais été MJ? Alors c'est pas une généralité, attention, hein, parce que j'en connais beaucoup qui ne sont pas MJ et qui ne veulent pas être MJ, hein, et je respecte ce choix, et qui sont pourtant des joueuses et des joueurs très agréables autour de la table, hein, qui vont amener du jeu justement, qui vont être facilitateurs, voilà, donc oui, non, clairement, hein, je veux dire, si vous avez ce genre de joueur, alors je sais pas comment la table a réagi, parce que là déjà aussi, je pense qu'une chose qui est importante, hein, c'est qu'il faut pas attendre que ce soit que le MJ qui réagisse. Non, mais là, cette personne trouvait toujours à critiquer le scénar, les scènes, la logique. Il y avait pas mal de moments de flottement autour de la table. Et le MJ a pris sur lui, chapeau à lui. Ouais, mais là, je pense qu'en tant que joueur et joueuse, il est également de notre responsabilité d'intervenir. D'intervenir justement en disant non, mais bon, non, faut arrêter. Alors, je dis pas que c'est évident. Je ne dis pas que c'est évident à faire. Mais il est clairement, en fait, hein, la nécessité d'intervenir, hein, ou de contrebalancer peut-être par rapport à ça, parce que peut-être que le MJ, lui, il est sorti de la partie, il est sorti de la partie peut-être dans le mal, en disant je suis nul, voilà, les gens ils se sont pas amusés, mon scénario c'était de la merde, je serai plus jamais MJ, euh, voilà. Je vais dans l'exagération, mais voilà. Oui, l'étiquette, hein, donc quand on parle d'étiquette, hein, donc c'est le savoir-vivre, le savoir-être en jeu de rôle.
Alors, non, on joue pas forcément à L5R, hein, et ne profite pas que le sigle ne soit pas banni sur mon chat pour trigger, voilà, pour trigger Manitou avec le terme L5R. D'ailleurs, je pense que Manitou l'a pas vu parce que cette semaine, Casu, justement, il a demandé des conseils par rapport à un scénario de L5R. Et j'aurais bien vu Manitou dire bah arrête de jouer à L5R comme conseil. Je commence à te connaître, hein. Je commence à te connaître. Donc ça m'aurait fait beaucoup rire, hein, ça m'aurait fait beaucoup rire. Mais voilà, c'est vrai que bah ouais, c'est pas cool, hein, donc je pense que voilà, il est de la responsabilité, pas que du MJ, mais de la table entièrement, hein. Laissez intervenir, je dis pas que c'est ça, ce soit évident, hein, mais moi en tant que MJ, j'ai déjà raconté, hein, j'ai déjà subi une situation, alors pas forcément similaire, mais une situation où on m'a reproché en tant que MJ de ne pas être intervenu. En fait, on était en train de faire du Cthulhu, et puis il y avait un joueuse et une joueur, et puis leur perso commence à se balancer, à se faire des reproches en jeu. Oui, t'as pas trouvé les indices, machin, ci et ça, comme par hasard tu trouves rien, tac et tout, voilà. Et ce cas, c'est qu'ensuite, ça a commencé à dépasser le cadre du jeu, et ça en est venu aux joueurs et à la joueuse qui ont commencé à se reprocher des choses. Et le ton monte au fur et à mesure. Moi, adolescent que j'étais à l'époque, pas un MJ avec une expérience non plus énorme, je me suis retrouvé en fait bloqué. Enfin, je savais absolument pas comment réagir face à la situation. J'étais voilà, j'étais vraiment figé en fait, hein, voilà, pas savoir quoi faire, pas savoir comment réagir et autres. C'est un pote à moi à un moment qui a fait stop, maintenant vous vous arrêtez. Ça a mis fin évidemment à la partie, hein, mais il a mis un stop en fait, hein, voilà, en gros séparez-vous, machin truc, si ça et autres. Et ensuite mon pote, enfin, qui s'est retourné vers moi, il a fait ouais mais t'aurais dû faire quelque chose, voilà, c'était à toi de faire quelque chose. Et j'avoue que bah là non plus, j'ai pas su répondre. Et, et bah, je le remercie d'être intervenu parce que moi je savais pas comment faire sur le coup. J'ai pas su réagir par rapport à ce conflit. Mais par contre, me reprocher derrière que bah, en tant que MJ, ça aurait dû être à moi d'intervenir. Là, avec le recul que j'ai maintenant, euh, je trouve pas ça forcément correct. Parce que justement, la responsabilité de la table repose sur les épaules de toute la table et pas que du MJ. Donc je dis pas que ça aurait été évident d'intervenir, hein, mais voilà. Par rapport à ça, je pense que il est important, quitte à si t'as un pote ou une pote qui est à la table, lui glisser un mot dans l'oreille pour lui dire écoute, je vais essayer d'intervenir, soutiens-moi. Pour avoir du poids, pour lui dire non mais maintenant arrête de critiquer la partie, je veux dire voilà, il est très gentil de nous faire jouer, donc si ça ne te plaît pas, bah, je t'invite à quitter la table, voilà, tout simplement, je veux dire à un moment, jouer, critiquer, rester à la table et continuer à critiquer, c'est juste que t'es un connard. Voilà. Je suis désolé, mais à un moment, faut dire les termes, c'est juste que t'es un connard. Parce que moi, quelque chose qui me plaît pas forcément, soit bon bah je garde le truc et puis je le dis éventuellement à la fin, ce qui m'a déplu. Et puis j'y mets les formes aussi, parce que mon but c'est pas de saper le moral du MJ ou même des autres joueuses et joueurs autour de la table, hein. Mais en tout cas, je vais garder pour moi le
mon seum, je dirais. Mais si je critique et puis que je reste, c'est voilà, c'est juste que j'ai envie de faire chier mon monde. Donc à un moment, je suis désolé, mais ce genre de personne, euh, ça compte quand même si c'est L5 truc. Bah moi L5 truc, j'ai jamais joué. Maintenant, je sais que voilà, Manitou et toi, vous m'avez déjà raconté un petit peu ce que vous avez subi. C'est vrai que c'est méga chaud. Et je comprends que derrière, on voue une certaine animosité vis-à-vis du jeu, parce que quand tu fais plusieurs parties et puis qu'à chaque fois que tu rencontres un MJ de L5, L5A, il est comme ça, ben ouais, c'est chaud. Sauf dans le cas de figure Octogone, j'ai continué l'action comme si de rien n'était, en créant une situation ridicule. Jouer Halfling Roubard, ce qui a mis un peu de légèreté, mais voilà, ça m'a fait chier pour le MJ. Ouais, bah, t'as essayé d'en discuter avec lui à la fin? Voilà, ou de le remercier en tout cas pour la partie. Euh, parce que si, tu vois, dire un merci, ça peut justement derrière en lancer d'autres. D'accord, bon bah c'est cool, je pense que ça lui a fait du bien. Je pense que ça lui a fait du bien et puis qu'après il s'est peut-être aperçu que le problème venait pas de lui mais de ce joueur incorrect. Mais malheureusement, voilà, hein, c'est dans le microcosme de tout le social, hein, et le JDR ne fait pas défaut, c'est que on va rencontrer des gens qui sont totalement incorrects, qui n'ont aucun savoir-vivre, qui sont juste là pour consommer. J'ai encore eu une discussion il y a peu de temps, hein, où voilà, un MJ que je ne citerai pas disait que bah, il a fait parler et puis bah, derrière les gens pas un retour, pas un merci et tout ça et puis ils ont juste quitté. Bah, il avait juste l'impression d'être je sais pas, enfin voilà, les gens sont venus consommer et puis sont repartis en fait, et, et ça peut être très pesant en fait, ça. Il a confirmé que ça l'avait gavé, mais il m'a dit qu'il pensait que ce n'était pas un joueur depuis longtemps et que la jeunesse de la personne a joué sur son attitude. Ouais, j'ai pas vécu la situation, donc difficile d'en tirer une analyse, hein, mais là, je n'excuse pas tout. Là, je n'excuse pas tout. Euh, En tout cas, là, je n'exclus pas le respect. Ce sera ma conclusion. Voilà, donc on est d'accord là-dessus. Autre petit point que je m'étais noté justement par rapport à l'étiquette, euh, c'est des temps de décision un petit peu trop longs, ou des joueurs qui sont, je vais dire absents, mais ils sont là physiquement, mais ils sont absents. C'est-à-dire que si vous jouez en virtuel, ils sont en même temps sur Twitter, sur Instagram, voire pire, en train de regarder des vidéos de TikTok, voire pire, en train de faire un jeu vidéo à côté. Euh, ou à table, ils sont sur leur téléphone. Voilà. Donc, a priori, c'est des situations que tu as déjà vécues, Carnavache. Alors attention, hein, j'ai connu des joueurs qui étaient sur leur téléphone, mais qui arrivaient à se refocus direct, dès que c'était leur tour de jeu. Moi, ça m'arrive des fois, hein, d'avoir l'esprit qui vagabonde, voilà, parce que je le fais pas exprès, hein, c'est comme ça. Je vais vagabonder, pas forcément parce que je vais être concentré par autre chose, parce que voilà, je vais griffonner sur ma feuille de perso, ce genre de choses et tout ça. Voilà. En MJ et en joueur. Ah oui, donc un MJ qui était sur son téléphone. Donc derrière son écran, il est sur son téléphone, parce que vous étiez en train de faire du RP entre vous.
Ah, d'accord. Ouais, là, tu me fais peur. Ah oui, que toi, tu étais MJ ou tu étais joueur, t'as vu ce genre de comportement. Ouais, je remets les c'est moi qui ai mal compris, hein, c'est pas toi qui t'exprimes mal, c'est moi qui ai mal compris. Heu, ouais, tu sur son tel toute la soirée avec sa meuf. Ah, il envoyait des SMS à sa meuf, en fait, il est en gros, il était en train d'organiser sa 2e partie de soirée. En gros. J'avoue, moi, j'ai eu un alors on jouait sur table. C'était à l'époque où je fais un peu de JDR sur table, on faisait du Warhammer et j'avais un joueur comme ça qui était, voilà, heu, pas toujours hyper attentif, hein, donc ils étaient 4, souvent sur son téléphone, mais dès que c'était à son tour de jouer, tac, le téléphone était posé et il était concentré. Donc voilà, il avait peut-être une écoute, toujours active parce que j'avais pas forcément besoin de lui reposer la situation ou autre. Donc là, je dirais: «Je m'en fous», tu vois? Tant qu'à un moment, où c'est son tour, en fait, hein, il me dit tout de suite ce qu'il fait, machin truc et autres, ou voilà, tant que joueur avec des copains, sur leur tel, idem et après: «Attends, il se passe quoi? Ah oui, voilà». Mais là, par contre, ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Alors, les personnes, ils sont sur leur téléphone, en plus qui n'écoutent pas, qui sont pas attentifs et puis qui demandent de répéter à chaque fois. Là, clairement, soyez respectueux des autres personnes qui sont sur la table, à nouveau, hein, par rapport à ça. Et moi, je dirais en tant que MJ, mettez un compte à rebours, en fait. C'est que: «Ah bah, t'as pas suivi? Eh ben, écoute, il te reste, 3 secondes pour me dire ce que tu fais. 3, 2, 1, voilà». Alors, à utiliser avec parcimonie, hein, voilà, mais ouais, alors moi je me souviens que j'ai déjà vu des conversations Facebook, hein, où tu avais, certains qui disaient: «Oui, moi en tout cas quand je joue aux jeux de rôle, il y a une boîte à l'entrée de la pièce et les gens doivent y déposer leur téléphone». Là je dis: «Non». Parce que tu peux très bien attendre quelque chose d'important, heu, un coup de fil important, un SMS important, ça peut arriver. Ou certaines fois justement, regarder, quelque chose, regarder un SMS, alors que si tu entends ton téléphone qui vibre, ça va te distraire. Alors que si tu regardes, voilà, tu vois que finalement c'est juste, quelqu'un qui te demande, des nouvelles ou autre, tu répondras plus tard, tu le laisses de côté, OK, y a pas de souci. Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, pas tomber dans l'extrême de dire, voilà, vous éteignez vos téléphones. Enfin, moi, je suis formateur, hein, donc formateur pour adultes. En général, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis: «Ben, vous mettez votre téléphone en silencieux, enfin en vibreur. Si à un moment, il y a un coup de fil important, bah, vous décrochez, vous sortez de la salle et puis vous répondez, hein. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde à un moment. Je veux dire, il y a des gens peut-être qui ont des enfants, machin truc ou autre. Ça peut être, je sais pas, la nounou qui appelle. Bah, si le téléphone il est dans une boîte à côté, comment tu fais pour, savoir que la nounou elle est en train de t'appeler parce qu'il y a un souci ou autre? Enfin voilà, à un moment, avoir le téléphone, je peux comprendre que, ça peut distraire, mais ça peut aussi rassurer en fait. C'est un peu comme dans les boîtes, hein, on vous dit que, faire des coups de fil personnels est interdit, sauf si ça vous permet de vous reconcentrer pour le travail. C'est-à-dire que si à un moment tu dois appeler parce que le matin t'es parti, tu ta chaudière qui a claqué, machin truc et tout ça, tu ça en tête. T'appelles le dépanneur, tu prends rendez-vous, machin truc, tu sais que tu auras un rendez-vous et autres, bah, du coup, tu peux te reconcentrer sur le travail. Bah, là, c'est un peu la même chose, en fait. Voilà, ça te permet justement,
bah, de te rassurer, machin truc ou autre, voilà, la nounou qui appelle pour dire: «Tout se passe bien, il vient de se coucher», machin truc et autres. Bah, voilà, ça rassure, hein, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi c'est mon point de vue vis-à-vis de ça. Et quelqu'un qui me demande, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, hein, je me souviens que j'avais été pour, alors c'était pour une soirée jeux de société, je crois, ou je sais même plus quoi. Non, pour une soirée. Donc une soirée entre potes, musique, boisson, discute et tout ça, tu vois? Et le gars, en fait, quand il a mis une boîte: «Ouais, vos téléphones, vous les mettez là». Moi, je lui ai dit: «Non». Voilà. Maintenant, si tu veux que je parte, je pars, mais non, mon téléphone, il est dans ma poche. Voilà. Heu, Faut pas aller dans les extrêmes inverses non plus par rapport à ça. Heu Tout ça parce qu'il savait qu'il avait, 2 amis qui avaient tendance à être beaucoup sur leur téléphone. Oui, bah, à ce moment-là, tu leur dis à eux, hein, tu punis pas tout le groupe. Et puis à la fin de la partie, bah, vous n'hésitez pas à dire, joueuse ou joueur, «Écoute, j'ai trouvé que tu étais pas mal sur le téléphone et tout ça, est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que finalement il n'est pas juste en train de s'ennuyer?» Et là, c'est peut-être aussi à nous, MJ, et puis peut-être les autres joueurs, de se poser les bonnes questions parce qu'on lui a pas laissé la place pour s'amuser. C'est quand même important finalement de savoir ça. Mettre finalement systématiquement l'opprobre sur la même personne, voilà, l'utilisateur du téléphone, mais il faut peut-être se remettre aussi des fois en question. Est-ce que on lui a suffisamment tendu la main? Est-ce qu'on lui a donné la parole? Est-ce que, on a été vers lui? Est-ce que les autres joueurs, les autres joueuses ont été vers lui ou vers elle pour, l'intégrer à la partie? Peut-être pas finalement, peut-être qu'il s'est senti exclu pendant les 15 premières minutes, qu'on lui a coupé 2 fois la parole et puis que derrière, bah, il a sorti le téléphone parce qu'il se faisait chier. Voilà. Ou que, ben, le groupe, fait 4 groupes de 1, voilà, et que, bah, il joue une fois tous les 15 minutes. Bah, ouais, moi je t'avoue que si c'est comme ça, je vais aussi sortir le téléphone, hein. Se remettre en question, ça peut être important, heu, par rapport à ça. D'où l'importance, ben, de faire un petit débrief en fin de session, pour poser la question. Oui, perso, quand je suis MJ, quand je remarque un joueur est sur son tel, à un moment, je le fais agir, je m'adresse à lui directement, à son perso. Ouais, ben voilà, c'est ça. Et peut-être que la prochaine fois, il sera bon peut-être de revoir. Alors, ça, c'est valable en table présentielle. Ça va pas fonctionner forcément en table IRL, en table virtuelle, je veux dire. Mais en table présentielle, ce joueur essaye de le rapprocher de toi. Et il était peut-être au bout de la table. C'était peut-être le cinquième, c'est à l'autre bout. Ben, la prochaine fois, tu le mets à ta gauche ou à ta droite direct. Et ben peut-être que justement, ça va plus le concentrer. Toi, tu vas plus remarquer et donc plus facilement se tourner vers lui, alors que un joueur plus volubile, voilà, le mettre à l'autre bout de la table, ça va moins le déranger parce qu'il va toujours être aussi volubile. Finalement, l'organisation de la table, hein, alors, on dit ça marche pas en virtuel, hein, mais l'organisation de la table peut être également importante. Exclusivement en présentiel, j'aime le contact. Oui, tu as raison là-dessus. Bah, c'est important en fait, hein. C'est-à-dire qu'en tant que MJ, tu mets plus proche de toi les joueurs et les joueuses qui vont être plus introvertis, alors que à l'autre bout, tu vas plutôt mettre les joueuses et les joueurs plus extravertis. Parce que sinon, toi, par rapport en tant que MJ, ça va te faire un mur, tu sais, en gros, de personnages plus extravertis. Ça va te faire un mur qui va te demander peut-être plus d'efforts, d'aller rechercher ceux qui sont au bout. Alors que l'inverse, en fait, ils vont être entraînés par le flux d'énergie venant des personnages plus extravertis. Voilà, c'est peut-être con ce que je dis, hein, mais
Mais voilà. Alors autre petit point que je m'étais noté, bah, les discussions hors jeu, hein. Alors je pense qu'en virtuel, ça, il y en a beaucoup moins. Sauf bon, ça peut arriver parce que, ben, il y a peut-être, à un moment ou autre, voilà, mais je sais pas, c'est discuter, ben, de quelle pizza des pizzas qu'on va commander, voilà, discuter de la dernière série qu'on a vue ou autre, hein, en pleine partie. Je pense qu'en virtuel, ça, c'est un peu mieux par rapport à ça. Donc, et en présentiel, bah, là, ça va dépendre, en fait, hein. Moi, je pense que ça dépend surtout en présentiel, heu, bah, est-ce que les 2 personnes qui sont en train de parler, heu, hors jeu, sont dans le jeu au moment de cette scène? Est-ce qu'ils sont dans la scène, en fait? Voilà. Est-ce qu'ils sont dans la scène? Moi, quelque part, 2 joueurs qui vont discuter un peu en aparté parce qu'ils sont pas sur la scène à ce moment-là. S'ils le font discrètement, évidemment, hein, c'est sûr que s'ils sont en train de gueuler, bah, c'est problématique. Mais s'ils le font discrètement, ça ne me dérange pas. À partir du moment où, quand, hop, je leur redonne, je dirais, le focus, hein, quand je remets le projecteur sur eux, bah, ils se refocusent derrière, évidemment. Alors, des petites techniques, hein, ça peut être justement d'avoir un mot ou autre, hein, mais moi, je sais que c'est déjà arrivé, hein. Moi, je me souviens que c'était une partie de Warhammer qu'on avait fait. Et ben, les personnages, en fait, hein, ils vont se coucher de nuit. Et puis, bah, ça discute. Et puis, ça discute un petit peu hors jeu entre les joueurs. Moi, je laisse faire. Leurs personnages, ils sont en train de dormir et tout ça. Moi, je laisse faire. Voilà. J'observe et tout ça et autres, hein. Ça discute un peu et tout ça. Et à un moment, j'ai posé mes 2 mains sur la table. Je me suis levé. J'ai parlé fort, en fait, hein. Vous êtes réveillés. Il y a de la fumée dans votre chambre. Et vous commencez à suffoquer. Eh ben, peux vous dire que ils se sont tous tournés vers moi et ils étaient méga focus. Et il n'y avait plus de hors-jeu. Ça avait bien fonctionné. C'est ça. Et puis, du coup, tu laisses retomber un peu la scène, tu laisses retomber un petit peu. Et puis à un moment, on est humain, voilà. Euh, on a besoin aussi un petit peu de s'évader. C'est pour ça que, ben, je reprends l'exemple de mes formations. Quand on est en formation, on fait des pauses. Parce que si tu fais 8 heures de formation avec zéro pause, bah, t'as plus de concentration au bout d'un moment, hein. Je veux dire, on est tous pareils, hein, voilà. Bilan de la soirée, 12 auberges de brûlées. Non, quand même pas. Là, c'était vraiment le moment, justement, où ça a permis ça. Donc voilà. Une porte qui claque, un cri dans la nuit, un hurlement de monstre. Bah, une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui sourit. Pour ceux qui ont la ref, hein. C'est un assassin qui s'enfuit, non, c'est un assassin qui s'enfuit. Ben oui, aucun danger ne l'impressionne. Nicky Larson ne craint personne. Dans la chaleur de la nuit. Ah non, on va de nouveau dériver en blind test dessin animé. Le mal est toujours puni. Ah, je vois que j'ai affaire à des experts, là.
La dernière fois que c'est parti comme ça, on a fini la soirée avec un blind test dessin animé, hein, jusque 2 heures du matin. Et ça a fini en blind test, Disney. Donc heu, donc non. Pas ce soir. J'ai du monde à la maison, donc sans moi ce soir. Bah, voilà, hein, en plus, il y a pas Akibi, il y a pas Yumekazu, il y a pas les grands noms du blind test dessin animé, qui sont là ce soir, donc ah non, on fera ça à un autre moment. Autre chose que je m'étais noté, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors on a déjà un petit peu discuté de un petit peu avant finalement, ça rejoint un petit peu ce que nous racontait, Carnavache avant. C'est, le joueur qui contredit le MJ pour les règles, mais beaucoup, hein, pas juste une règle. Je vais pas dire peut-être systématiquement, mais quasiment. Voilà, on a déjà eu ça, c'est pénible! C'est pénible! Ah, on est d'accord, c'est assez épuisant, hein, donc au pire, rappelez-le en début de partie, rappelez-le en session zéro. C'est le MJ, a toujours raison. On peut y revenir par la suite, voilà, on peut revoir ça peut-être en fin, mais à un moment, restez pas bloqué sur un point de règle et surtout, n'allez pas sortir votre bouquin de règles pour vérifier ça. Non, c'est voilà, inventer une règle sur le coup, elle sera peut-être un petit peu bancale ou autre, elle marchera peut-être que pour cette situation. Écoute, bah vas-y, fais-moi un jet de dextérité et puis on va voir comment ça se passe. Gardez le rythme. Voilà. Et ce joueur, à un moment, vous dites non, bah écoute, là, on a fait comme ça, on y reviendra en fin de partie. Voilà. Et au pire, en tant que joueur, si vous avez l'impression de ça, bah vous, voilà, hein, vous le notez et puis au moment du débrief, tu dis: «Ouais, écoute, je pense que tu as fait une erreur par rapport à cette règle-là, où finalement j'avais le droit à un bonus, machin truc et autres». Après, est-ce que ce bonus aurait vraiment changé la situation? Peut-être pas, mais voilà, où tu dis: «Bah, écoute, moi je ne suis pas forcément, mais c'est pas qu'il ne connaît pas les règles, mais c'est qu'à un moment, il peut peut-être pas forcément avoir retenu toutes les règles. Je veux dire, le MJ, il est à un moment finalement où il a une forte charge mentale, au moment où il doit penser à son scénario, il doit penser au MJ, il doit penser, à distraire ses joueurs, je limite, à jongler avec tout ça tout en même temps. Bah ouais, il y a peut-être ce point de règle-là qu'il a oublié à ce moment-là, surtout si on a un jeu un petit peu, un petit peu tendax, bah, tu peux me taunt, hein, tu sais, moi, je m'en fous, hein, des règles, hein. Alors là, c'est bien un truc donc tu sais, je joue au PBTA, hein, comme dirait Manitou, c'est pas du vrai JDR, hein, donc tu sais, moi, je suis le premier à dire: «Ouais, vas-y, fais-moi un jet de schmurz là, ouais, tu fait combien? Ouais, c'est bon, vas-y, décris-moi la scène. Vas-y, raconte-moi comment t'arrives. Voilà, donc garder le rythme, Mary Poppins, j'ai pas la ref qui me vient de suite, je connais pas forcément toutes les musiques de Mary Poppins,
Donc je ne l'ai pas. Autre point, et je pense que ça va peut-être en faire réagir plus d'une ou plus d'un, le MJ qui triche. C'est la scène avec les ramoneurs à la fin. D'accord. Le MJ triche. C'est quoi la règle pour savoir le nombre de mètres creusés par une équipe de nains en une nuit s'il n'y a pas un nain brasseur? Ah, il faudrait que je revoie la vidéo de John Lang pour te répondre. Ça dépend pourquoi il triche. Ah, bah, s'il triche pour que pour rendre la scène plus épique. Par exemple. S'il triche pour éviter de tuer un personnage. Deuxième situation. Troisième situation, il triche parce que il veut pas que son boss il soit battu trop vite. Donc voilà, 3 situations de MJ qui triche. Plus épique, pas tuer un perso, que son boss y survive. D'accord. Donc s'il triche pour en gros, pour l'histoire ou pour les joueuses et les joueurs, ça passe. S'il triche pour sauver son boss, ça passe pas. C'est asynchrone. Alors certains MJ vont jouer en jet ouvert, c'est-à-dire qu'ils vont jeter les jets, jeter les dés devant les joueuses et les joueurs, comme ça il n'y a aucun souci. Par contre, ben, s'il te tue, bah, il te tue, hein. Voilà. Il te tue sur une réussite critique, bah t'es mort. Voilà. Bon, évidemment, peut-être pas aussi brutal, hein, mais voilà. Après, voilà, on est d'accord aussi que si il triche pour être l'antagoniste, enfin pour être contre les joueurs, je parle du MJ, hein, pas de son boss, pas de ses créatures ou autre, mais que lui-même en fait hein, joue pour être contre les joueurs, je pense que là c'est problématique. Moi, c'est pour ça que maintenant, en tant que MJ, et même normalement dans les jeux où je serais censé lancer des dés, je ne lance plus de dés. Je ne fais que réagir au jet de mes joueurs. C'est pour ça que je suis particulièrement friand des jeux tels que Broken Compass, Outgun, les PBTA, voilà, les jeux où le MJ ne lance pas de dés. C'est comme ça au moins. Bah, ça fait, je dirais peut-être qu'en combat, un jet en moins à faire. De l'autre côté, du coup, ça donne plus de rythme. Et puis de l'autre côté, bah, on peut pas m'accuser. Alors, je comprends que le PBTA soit pas fait pour tout le monde. Souvent, je pense, peut-être à tort, hein, que on a des fois mal présenté ou en tout cas on s'est mal engagé. Je sais que souvent les rôlistes un peu chevronnés ont beaucoup de mal avec le PBTA. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à regarder ce que leur personnage peut faire. Or, dans le PBTA, en gros, oublie ta fiche, oublie les manœuvres. Dis ce que tu fais, et le MJ te dira si ça déclenche une manœuvre ou non. Et c'est souvent un reproche que j'ai entendu sur les PBTA, que les gens, oui mais en fait je me sens limité parce que je ne peux faire que ce qu'il y a écrit comme manœuvre. Ah non, tu peux faire tout ce que tu veux. Sauf que bah, y a des actions qui vont déclencher une manœuvre ou non. Voilà, c'est tout. Et les manœuvres, après, en fait, elles sont souvent là pour émuler, en fait, l'univers dans lequel le PBTA va
évoluer. C'est pour ça que les manœuvres sont différentes d'un PBTA à un autre. Dans Passion de las Passiones, les manœuvres, justement, vont pousser vers la telenovela. Sur du masque, les manœuvres vont pousser justement vers soit le super-héros, soit le fait qu'on soit des adolescents. Et donc qu'on ait du mal à contrôler nos pouvoirs, qu'on a du mal à contrôler nos émotions, en fait, qu'on soit influençable. Voilà. Mais le reste se résout en une discussion entre le MJ et la joueuse ou le joueur. Et je sais, la première fois que j'ai joué à un PBTA, j'étais totalement déconcerté parce que c'est pareil, j'avais tendance à regarder, bah, les manœuvres. Ah bah, du coup, je peux, voilà, agir sous pression, je peux, analyser la situation, machin truc, mais non, non. En fait, bah, tu et puis tu dis: «Bah, je regarde dans la pièce», et ainsi de suite, et puis là, le MJ va te dire, bah, peut-être qu'il va te donner directement, bah, ce que tu vois, peut-être qu'il va te dire: «Bah, écoute, tu vas me faire un jet de justement, analyser la situation», et ainsi de suite. Et souvent, ça va dépendre de l'enjeu de la scène même, par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu demandes des manœuvres, sur une scène où il y a pas forcément d'enjeu, bah, il y a peu de ça va représenter très peu d'intérêt parce que du coup, la mécanique ne va pas fonctionner. Donc voilà, pour en revenir donc, au MJ qui triche, hein, bah, voilà, c'est à dépendre, hein, de chacun. Moi, je reprocherai pas forcément à un MJ, de tricher, parce que, bah, j'aurais tendance à lui faire confiance et donc derrière, bah, pas forcément m'en rendre compte. Parce que oui, il a peut-être triché un moment sur une stat de son boss, mais c'était peut-être pour raconter quelque chose, aussi. Ça peut fonctionner finalement. Heu, ou bah, sinon, bah, le MJ lance plus de dés comme ça. Pas de dés, pas de problème. Tout ce qui se passe derrière l'écran reste derrière l'écran. Bah, voilà, bah, c'est pour ça que moi j'utilise pas d'écran même quand je joue en présentiel. En présentiel, j'utilise plus d'écran. Voilà, j'ai après, j'ai déjà joué avec des écrans, hein, ça me permettait de cacher le saucisson. Tu sais, me faire une petite réserve de saucisson ou de chips, derrière l'écran. Et là où ça pouvait être intéressant. Parce que sinon, tu vois, quand il y a un écran, bah, tu dois tendre le bras. Alors c'est vrai que maintenant, les écrans sont un peu plus bas, donc ça va mieux. Mais tu vois, à l'époque où tu avais des écrans qui étaient à 4, tu devais tendre le bras vers le, tu vois, vers le ramequin saucisson, tu vois, ou aller chercher la boîte de Bombec ou autre. Tandis que bah, t'as pas d'écran déjà, bah, t'es pas obligé de passer au-dessus finalement d'un écran, hein, d'une part. Et puis, bon et puis après, c'est vrai que sinon, bah, tu utilises l'écran, tu te fais voilà, tu te constitues, tu vois? Tu fais un peu ton l'écureuil, tu vois? Hein? Tu te fais ta petite réserve, pour l'hiver, hein, quelques rondelles de saucisson, hop, d'un côté avec des chips, de l'autre, quelques M&M's, et oursons gelés et puis tu paré pour la soirée. Puis cela évite de se faire piquer ses chips. Bah, c'est ça, parce que c'est les chips du MJ, hein? Faut quand même pas déconner. Tu piques pas les chips du MJ. S'il y a quelque chose de sacré, c'est les chips du MJ. Ça aussi, c'est du savoir-vivre autour de la table. On pique pas les chips du MJ. Merde. Je me suis jamais autant énervé que depuis le début de cette conversation. Mmh. Alors par contre, si vous vous rendez compte que votre MJ triche, pas, bah, parce que vous connaissez les stats de ce monstre, et puis que vous vous dites
Attends, là, on a calculé, on lui a déjà fait 220 PV de dégâts en tout, cumulé. Ou, bah non, moi je sais que ce monstre, sans que vous le disiez à voix haute, hein, et tu sais que ce monstre, il résiste pas au feu. La vraie question, quel est le consensus sur le nombre de M&M's à refiler en 12 derrière l'écran du OMJ pour être favorisé? Alors moi je dirais que la bienséance dirait un de chaque couleur. Voilà. Après, quelle est votre couleur de M&M's préférée? Bon, on a tous une couleur de M&M's préférée, hein, voilà. Alors, d'aucuns diront: mais ils ont le même goût». Bah non. Les M&M's verts, OK. À ma table, en tant que joueur, on n'hésite pas à lui faire remarquer en rigolant, c'est drôle de le voir se justifier. Après, il a peut-être fait un monstre custom, hein. Voilà. Si le MJ triche, c'est ma dernière partie avec lui en MJ. Donc même si finalement il a fait ça pour que ton personnage ne meure pas, plutôt que de te faire 8 de dégâts, mais il en a fait 5 pour que tu tombes juste à 0 en PV. C'est un exemple, hein, évidemment. Oui, je ne supporte pas les MJ qui sauvent artificiellement les persos. Ouais, enfin, artificiellement, si le perso il est mort sur un jet de dés, c'est aussi artificiel, non? Là, c'est pas un MJ, c'est un ange gardien. Oui, il y a de ça. Bon, au pire, tu peux. Voilà, dans Warhammer, t'as par exemple les points de destin qui peuvent te permettre de, de te sauver. Et puis, tu peux de temps en temps ordonner un. Voilà. Non, les dés représentent les lois de l'univers, le destin. Donc, les ignorer me pose un sérieux problème. Alors, Warhammer, hein, j'ai masterisé entièrement la campagne de l'ennemi intérieur, hein, grossièrement appelée la campagne impériale, sur la chaîne de Achiel Fire. Rediffusion sont sur sa chaîne, hein, et ça nous a pris 4 ans et demi. 4 ans et demi de jeu. Je ne ferai plus jamais de campagne aussi longue. Warhammer de la version fantasy va avoir une 5ème édition. Oui, on en a déjà parlé. On verra bien ce que ça. Après, le problème, c'est pas de faire une nouvelle édition, hein. C'est d'avoir une bonne édition FR surtout. Voilà. Un peu. Tout petit peu. Un tout petit peu. Non, moi je suis un grand fan de Warhammer, mais je suis resté à la V1. Parce que j'ai fait jouer mes joueurs à la V1, hein, mais après ils avaient pas besoin de connaître les règles. Je leur disais, vas-y, fais-moi un jet de CC, fais-moi un jet de Dex, fais-moi un jet de machin truc, voilà. Lance-moi un descend, je leur disais des fois même. Ils savaient même pas sur quoi les lancer, ils faisaient slash roll un descend, et puis voilà. Ah, la V2, il y a des choses qui m'ont dérangé dans la V2. Je comprends qu'au niveau des règles, il y a peut-être des équilibrages un petit peu différents que je peux comprendre, mais vis-à-vis de, je trouve qu'ils ont, comment dire, moins respecté l'univers très dur en fait. Et
j'ai trouvé que c'était moins dur, la V2. Et après, en plus, quand j'ai vu apparaître, des carrières de chasseurs de vampires, parce que je me souviens que j'avais une joueuse qui était avec moi, qui jouait à la V1, à la campagne de l'ennemi intérieur. Elle avait joué à la V2 avec un autre MJ, et elle m'avait dit: «Ouais, je suis chasseuse de vampires, machin truc». Ouais, elle avait fait parce que comme elle avait intégré un groupe existant, elle avait un personnage pas niveau 1, on va dire. Voilà, même s'il n'y a pas de niveau dans Warhammer, pas de première carrière. Euh, et moi, je lui ai dit: «Mais si tu rencontres un vampire, avec moi, donc dans la V1, fuis, tu n'as aucune chance». Je te le dis direct, fuis. J'ai fait mes débuts avec le JDR via Warhammer V2, donc moi, c'est la norme, je ne connais pas la V1. Voilà, donc c'est la V1 était beaucoup plus coriace, dirons-nous, que la V2. Dans la V2, ils avaient ouais, létal, ouais, on peut dire ça en fait, hein. Disons que l'univers était plus dur parce que c'est qu'après des vampires, t'en croisais pas tous les 4 matins non plus, hein, au contraire. Donc voilà. Mais disons que t'avais des créatures un petit peu comme ça que bah, c'était bah, c'est chaud dans Warhammer V1. C'est tu voilà. Littéralement, t'as très peu de chances d'en sortir victorieux. Ou très 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 mal. Voilà. Donc, donc voilà, pour... Mais je suis un grand amoureux du lore de Warhammer. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, un petit peu bah, les thèmes que je m'étais notés. Bon, après, j'ai les thèmes par rapport justement à bah, la sécurité émotionnelle de chacun, voilà, donc de créer un espace sûr, hein. Est-ce qu'on a forcément besoin de revenir finalement sur les outils de sécurité émotionnelle? J'en ai déjà fait une vidéo, une longue vidéo en plus, où je pense qu'on a quand même bien décortiqué tout ça avec Liana, euh, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, hein, si vous ne la connaissez pas, la vidéo. Donc voilà, mais bon, bah, on peut parler déjà bon, grossièrement de la X-Card, même si je trouve qu'elle a vite des limites, parce que la X-Card finalement ne corrige rien, fait juste que bloquer, ou en tout cas passer à la scène suivante. Moi, je préfère des outils comme les lignes, les voiles, parce que déjà, on parle des choses en amont. Après, il y a toujours la X-Card au cas où, mais comme ça, on parle des choses en amont, hein, donc les lignes, les voiles. Et moi, j'aime rajouter également les phares, hein, c'est-à-dire bah, des choses que bah, les joueurs, ils aimeraient justement voir pendant la campagne, pendant la partie. Ça permet bah, au MJ bah, de savoir que ah, bah, mes joueurs, ils ont envie de jouer ça, donc je vais essayer de l'intégrer dans ma partie. Donc je trouve que c'est une bonne chose par rapport à ça. Ça peut être, voilà, hein, je sais qu'il y a des questionnaires aussi, hein, alors qui sont très complets. Les rares fois où moi je l'ai eu en tant que joueur, j'ai trouvé ça un peu complet, un peu trop complet, parce que le temps de le remplir et tout ça, ça pouvait prendre un peu de temps. Comme je joue sur Miro en général, ben, je mets 2 post-it, je mets un post-it ligne et je mets un post-it voile. Les joueuses et les joueurs peuvent les remplir de manière anonyme. Voilà, ouais, araignée, ben, voilà, il n'y aura pas d'araignée, et ainsi de suite, hein. Et pour faire le distinguo entre ligne et voile, oh pardon. Donc voile en fait, hein, c'est que une situation on peut en parler, mais sans la décrire. C'est-à-dire qu'on va mettre un voile pudique dessus. C'est comme ça qu'en général j'aime bien raconter. Hein, c'est qu'on met un voile pudique dessus, hein. C'est-à-dire qu'on va pas la décrire en détail cette situation. Par contre, quand on parle de lignes, là, c'est des lignes à ne pas franchir. Voilà, on a vraiment une ligne, on ne la franchit pas. Donc, on n'en parle pas, on n'aborde pas ces thèmes-là. Donc, ça permet justement de pouvoir
heu, de pouvoir avoir tout ça, hein, voilà. Donc c'est un petit peu, bah, les voilà, les points que je m'étais notés justement pour la bienséance. Je dis pas que ces points sont faits de manière, exhaustive, hein, bien au contraire. Je suis sûr qu'on pourra en trouver d'autres, mais c'est ceux auxquels j'ai pu penser en tout cas. Je sais pas si vous avez d'autres exemples, hein? Bah, Carnavache, on en avait parlé d'un, tout à l'heure dans la conversation. Heu, je vais juste couper la cam, hein, vous inquiétez pas, hein, je suis toujours là. Voilà, hein, donc Carnavache nous avait, parlé d'un point, d'un joueur, très pénible, en convention. Heu, alors c'est pas spécifique à la convention, hein, ça aurait pu très bien être dans un club. Mais je sais pas si vous avez d'autres situations comme ça. Chez la V5 devait être une V4 corrigée, améliorée, mais rester proche de cette dernière, voire compatible. Ouais, bah un peu comme la V2 et la V1. Tu pouvais facilement transférer les trucs de la V2, la V1 en V2, de mémoire. Après, c'est vrai que Warhammer, peut-être le petit souci qu'il peut avoir, c'est euh, que selon ses déclinaisons, limite, tu as un lore différent. C'est que tu as le lore du Warhammer JDR, tu as le lore du Warhammer Battle qui est forcément différent pour justifier bah, les affrontements entre les armées. T'as le lore de, on va dire 40K, et là c'est pareil, c'est 40K en wargame, 40K en jeu de rôle. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué des fois par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que je crois que si tu prends le lore de Warhammer Battle, alors attention, hein, je dis ça sous le couvert d'être corrigé ou autre, hein, parce que je le connais pas forcément par cœur, mais tu as une partie en fin de compte, hein, de l'Empire, je crois, surtout côté Est, où c'est les seigneurs vampires que t'as pas dans le lore du JDR. Heureusement, parce que sinon ce serait un peu bizarre. Limite, t'aurais un vampire comme grand électeur pour l'empereur. Hum, hum, hum. Bah, je vote pour lui, il est oppositif, mon préféré. Je trouve qu'il est délicieux. Oh là là, ce serait bon ça. Ouais, bah ouais, on verra bien hein, pour cette V5, hein. On va déjà la laisser arriver avant de, avant de savoir où ça nous mène. Ah, il se fait jamais de mauvais sens, c'est ça. C'est ce qui est un compliment hein, pour un vampire. Warhammer hein, était un des jeux dont on avait parlé avec Cécile quand on avait, je dirais, retracé l'histoire du jeu de rôle dans sa... Voilà, on n'avait pas non plus 3 heures de conférence, hein, mais voilà, à travers 5 jeux qui pour nous avaient vraiment marqué de leur empreinte finalement l'histoire du jeu de rôle. Alors volontairement, j'avais pas parlé de D&D parce que ben voilà, tout le monde en parle, donc
donc c'était pas nécessaire, hein. Donc on avait fait ça, c'était l'année dernière, à Octogone, hein. Heu on avait parlé justement de Tunnels and Trolls et j'avais été impressionné finalement, de la créativité de son auteur, hein, Ken Saint-André. On avait parlé de Warhammer justement, on avait parlé de vampires, on avait parlé, ben, c'était surtout, Cécile, elle avait parlé justement de L5R, si je dis pas de bêtises, et on avait terminé justement par Apocalypse World, hein, qui a donné, ben, tous les PBTA derrière, hein, tous les Powered by the Apocalypse. Donc voilà, pour la petite histoire, hein, dommage qu'elle a pas été, filmée cette conférence, à l'époque. Je trouve que c'était assez sympa ce qu'on avait fait. Toi, Carnovache, je sais pas si on s'est croisé à Octogone. Je mets pas forcément un visage sur ton pseudo, mais j'ai parlé, c'est de Tunnels and Trolls, qui est un jeu assez contemporain de D&D, assez ancien en fait, hein, mais ce que c'est que son auteur, hein, donc Ken Saint-André, lui vient plutôt justement des romans, c'est plutôt un romancier, et il vient pas du wargame en fait, hein, comme pouvaient l'être bah, les auteurs de D&D. Et donc il a une approche assez différente, hein, et d'ailleurs c'est le premier à avoir parlé de notion de roleplay dans son jeu. C'est lui qui a créé la mécanique aussi de dés explosifs, hein, qu'on rencontre encore beaucoup dans nos jeux, hein, à l'heure actuelle, hein. Euh, Par exemple, non, je t'ai vu de loin, mais je n'ai pas voulu te déranger car à chaque fois tu étais en train. Comme dit, je crois que je te l'ai déjà dit, il faut pas hésiter. Donc voilà. Euh, il était, voilà, il a le concept aussi de livre-jeu. Euh, donc il a vraiment inventé de. Maintenant, ben, on connaît assez peu et pourtant il y a une très grosse communauté en France. C'est moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur ce jeu, j'étais sur le cul parce que il y a une grosse communauté en France, et pourtant il est vraiment toujours resté dans l'ombre, je dirais, de son grand frère, Donjons et Dragons. Bah, même la notion de race, en fait, c'est ce jeu, il me semble, qu'il a inventé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu jouais à Donjons et Dragons, nain, c'était une classe de personnage. Elfe, c'était une classe de personnage. C'était pas une race. En fait, t'avais pas race et classe. T'avais que des classes. Et un elfe, c'était un guerrier avec un peu de magie. Un guerrier un peu moins fort qu'un guerrier de base, mais avec un peu de magie. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, hein, c'est Tunnels and Trolls aussi qui a inventé cette notion. Et donc c'est juste impressionnant en fait, hein, tout ce qu'il a inventé, pour le jeu de rôle, et pourtant qu'on connaît, on connaît nettement moins ce personnage, je dirais. Sinon, voilà, c'est assez impressionnant quand tu commences à fouiller un peu tout ce qu'il a, tout ce qu'il a fait pour le jeu de rôle, et pourtant on le connaît très peu. Donc c'est pour ça que quand j'en ai l'occasion, j'en parle, parce qu'il mérite clairement qu'on parle de lui et qu'on remercie Monsieur Ken Saint-André finalement, parce que bah il y a peut-être des notions. Alors je dis pas que voilà, je pense que ce serait pas vrai de dire qu'elle n'existerait pas, parce qu'il y en a sûrement d'autres qu'ils auraient inventé, et voilà. Mais dans tous les cas, le fait que ce soit lui, ben c'est bien de rendre à César en fait, hein, c'est lettres de noblesse.
par rapport à tout ça. Et aussi justement, hein, j'avais une volonté de bah, justement vu que c'était les 50 ans du jeu de rôle, si je dis pas de bêtises, et donc de ne pas parler de Donjons et Dragons parce qu'il y avait d'autres, justement, qui parlaient de Donjons et Dragons et avec ces îles justement, on ne voulait pas parler de Donjons et Dragons et donc de parler de Tunnels and Trolls, c'était un petit peu mon troll. Parce que j'avais commencé la conférence en disant, évidemment, quand on parle de l'histoire du jeu de rôle, on parle forcément de, et puis bah, souvent les gens, dans le dragon, de Tunnels and Trolls. Voilà, et puis là, hein, quoi? Mais de quoi il nous parle? Donc c'était aussi une belle manière de rentrer dans le vif du sujet. Donc c'était assez fun pour ça. Mais ouais, ouais, c'est assez impressionnant finalement, tout ce que je et cet auteur a fait pour le jeu de rôle donc c'est bien de le dire des fois. Heu, Parce que même je crois que, il y a une notion, qui a été beaucoup mis en avant quand, Daggerheart, est arrivé, alors je sais plus laquelle exactement, hein, où tout le monde disait: «Oui, c'est une révolution et tout ça et tout», alors je crois, est-ce que c'est par rapport à la narration partagée? Je vais pas mettre ma main au feu, mais je crois que c'est ça et en fait dans Tunnels and Trolls, donc dans les années 80, le gars en parlait déjà dans son jeu. Donc voilà. Et c'est fou de se dire que ce jeu est très très peu connu. Ce jeu est très très peu connu. Après, je sais que sur la chaîne de Silky Nael, il y a eu des actual plays sur ce jeu. Donc, si jamais vous voulez le découvrir. Après, le jeu en lui-même, je ne sais pas s'il vaut vraiment encore le coup ou autre, hein, parce qu'ils en sont à la V7, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que vaut mécaniquement le jeu hein, en lui-même. Hein. Moi, ce que je retiens surtout, c'est tout ce qu'il a amené pour, euh, pour le jeu de rôle de manière générale. Voilà pour ça. Voilà pour qui va finalement conclure le talk chat de ce soir.